On les trouve par dizaines sous toutes les étiquettes pour assainir la maison, faire passer les bobos, s'endormir plus facilement ou soigner un mal de ventre. Les huiles essentielles sont aujourd'hui partout. Christine Sieur n'a pas attendu cette vague pour s'y intéresser. Docteur en pharmacie, Christine Sieur a été titulaire d'officine pendant 25 ans. Elle y commandait déjà des plantes à un petit producteur de Savoie. Depuis une dizaine d'années, elle est formatrice en phytoaromathérapie auprès des professionnels de santé. Selon elle, de par ses caractéristiques propres, sa puissance d'action ainsi que son potentiel de rééquilibrage physiologique, l'aromathérapie constitue un avenir thérapeutique prometteur. Christine Sieur est également membre du comité de rédaction de la revue Phytothérapie européenne. Décidément très occupée, elle a ouvert un magasin de produits naturels il y a 3 ans et trouve le temps d'écrire des ouvrages, parmi lesquels La pharmacie familiale au naturel. Christine Sieur. Bonjour. Alors, on a une petite demi-heure pour parler d'huile essentielle. Et en fait, mon propos n'est pas de vous donner les nouvelles huiles essentielles susceptibles de traiter telle ou telle maladie miraculeuse. Il n'y a pas d'action miraculeuse. En revanche, je me suis attachée à plutôt vous parler, après une petite introduction où on va d'abord faire un état des lieux, j'aimerais vous sensibiliser sur le fait que les petites huiles essentielles, toutes naturelles qu'elles soient, vont pouvoir agir d'une manière tout à fait intéressante au sein de l'organisme. Et par cette modalité d'action assez particulière, eh bien, c'est véritablement une thérapeutique d'avenir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel et un état des lieux, comme je viens de vous le dire, parce qu'en fait, il y a des points extrêmement importants. On voit bien que notre système de santé patine énormément en ce moment. Et sincèrement, je pense qu'il y a besoin de reconsidérer certaines choses et d'une prise de conscience. L'homme n'est pas seul sur la Terre et il y a un besoin écologique urgent de préservation. Et vous avez tous entendu parler, je pense, de la pollution. La pollution, bon, on parle beaucoup de la pollution de l'air, etc. Mais la pollution de l'eau, également, causée par, évidemment, plein de facteurs, mais n'oublions pas le facteur de rejet, de nos propres rejets, nos urines, nos selles, qui, après avoir métabolisé au sein du corps certains produits, eh bien, vont rejeter effectivement des métabolites. Et c'est ainsi qu'on va retrouver des résidus œstroprogestatifs et puis plein d'autres produits, évidemment, qui posent véritablement un problème écologique. Alors, cet aspect est tout à fait étonnant et il se passe parfois des choses très curieuses. Et je vais vous citer juste une petite anecdote avant de poursuivre notre sujet. C'est qu'il y a quelques années, un centre de recherche à Grenoble avait fait des recherches et des études sur une écorce d'un arbre du Cameroun, Nauclea latifolia, qui était utilisée pour les douleurs. Et en fait, quelle n'a pas été leur stupéfaction lorsqu'ils ont avancé dans les analyses, de voir que au sein de la famille des alcaloïdes qui étaient présents dans cette écorce, eh bien, il y avait une molécule que l'on ne connaissait a priori que par la synthèse, qui est le tramadol, qui est un analgésique opioïde. Et donc, effectivement, c'était tout à fait surprenant, puisque cette molécule n'était absolument pas connue à l'état naturel. Et après enquête, il s'est avéré que seules les écorces du nord du Cameroun contenaient cette substance, alors que les arbres du sud du Cameroun ne contenaient pas cette substance.
Alors évidemment, les recherches ont été poursuivies et on a fait une enquête épidémiologique et donc pour connaître, pour expliquer cette situation paradoxale. Et en fait, on a pu constater que dans le nord du pays, dans le nord du Cameroun, sur les marchés, on vend beaucoup de médicaments, on vend beaucoup de tramadol, qui est vendu et pour l'usage humain et pour l'usage vétérinaire, puisque c'est un antalgique, et donc ça permet aux gens d'avoir une journée de travail sans trop de problèmes, et idem pour les bovins, pour les lourds travaux des champs. Et en fait, les animaux, comme les hommes, préfèrent l'ombre des arbres, évidemment. Et du coup, quand ils vont éliminer leurs déchets, eh bien, ça se passe à cet endroit-là. Et du coup, il y a eu une espèce de pollution racinaire des arbres qui ont donc intégré cette molécule. Alors, il y a encore des études en cours, bien sûr, parce que finalement, à ma connaissance en tout cas, on n'a pas encore trouvé si vraiment c'est un produit d'origine naturelle ou si c'est effectivement le résultat de cette pollution racinaire. Ce qui semble quand même la piste la plus probable. Alors, évidemment, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Est-ce que c'est grave ? On peut se dire ça, on peut se dire qu'effectivement, il y a un réel problème de pollution. Et puis, on peut voir ça aussi d'une autre façon. On peut se dire, finalement, la plante, l'arbre, est peut-être capable de assainir le sol. Vous voyez ? Le problème, c'est qu'une fois que cette molécule sera intégrée dans la propre physiologie de l'arbre, eh bien, je crois qu'on n'a pas encore assez de recul pour savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Donc, c'était juste une petite anecdote, mais pour vous illustrer à quel point on ne se préoccupe pas assez de cette pollution. Et puis, autre problème terriblement urgent, c'est évidemment l'économie des ressources. Personne ne peut nier que les médicaments qui sont mis sur le marché actuellement sont de plus en plus onéreux, et que la progression de la population sur la Terre ne fait qu'augmenter. Donc, on peut très rapidement se rendre compte qu'il va y avoir un véritable problème. D'autre part, deuxième point sur lequel je voulais insister également, c'est que, évidemment, en tant que pharmacienne, ancienne pharmacienne, je ne suis absolument pas contre les médicaments, mais ceci étant, on ne peut pas nier l'insuffisance médicamenteuse à certains égards, et en particulier les effets secondaires qui peuvent être multiples. Par exemple, les statines, qui sont des hypocholestérolémiants, vont chez pas mal de personnes entraîner des douleurs musculaires qui peuvent passer inaperçues en fait au départ. Et puis, chez certaines autres, eh bien, ça pourra se manifester par des fatigues extrêmement chroniques et tenaces. Et même, moi, j'ai eu le cas dans ma clientèle de personnes qui étaient devenues carrément dépressives. On lui enlève sa statine et elle redevient tout à fait avec une humeur normale. Donc, les médicaments, évidemment, on en a besoin, on est très content de les avoir, mais c'est vraiment dommage que dans les facs de médecine, eh bien, on ne parle pas davantage de cet outil vital, vivant, que sont les plantes médicinales, et bien sûr l'aromathérapie est un département incorporé dans cette phytothérapie. Alors, et puis je vous ai mis quelques autres exemples, les anti-inflammatoires qui vont provoquer des problèmes d'acidité, des ulcères. Alors, bien sûr, à la suite de ça, on va vous donner un antiacide, un protecteur, mais finalement, au bout du compte, cet antiacide va aussi avoir des effets secondaires, entre autres des problèmes hépatiques qui peuvent être graves, ou bien conduire à une diminution d'absorption de la vitamine B12. Alors effectivement, on peut toujours supplanter quelqu'un en vitamine B12, mais l'idéal est peut-être de travailler en amont et de comprendre quel est le mécanisme pour pouvoir agir au mieux.
Parmi les deuxièmes exemples des insuffisances médicamenteuses, on va être bientôt, si ce n'est pas déjà fait, évidemment, bien sûr que oui, sur le gros problème de l'antibiorésistance, avec des antibiotiques qui n'arrivent pas à juguler entièrement les infections sévères. Alors, vous avez tous entendu parler, bien sûr, des infections nosocomiales, mais il y a réellement un problème au point que l'OMS a déclaré cet axe de recherche par rapport à l'antibiorésistance comme étant capital et prioritaire. Donc, vous voyez que avec tous ces éléments, eh bien, on va s'acheminer petit à petit vers une compréhension améliorée. Et il y a également un point qui me paraît très important et qui doit changer. Quand je vous parlais tout à l'heure de changement de conscience, je pense que cette vision compartimentée de la médecine doit changer. C'est-à-dire que la médecine conventionnelle, malheureusement, est trop souvent axée sur le symptôme. Et par rapport à ce symptôme, la solution que l'on trouve, c'est les anti. C'est le règne des anti. Anti-inflammatoires, antibiotiques, anti-hypertenseurs, antitussifs, anti-migraineux, etc., etc. Et c'est donc le règne du contre. Or, dans la vie, dans la nature, on se rend bien compte que le contre n'est pas toujours la meilleure solution. Et on va en avoir des exemples très concrets avec les huiles essentielles, puisque autant les antibiotiques vont avoir une action, comme leur nom l'indique, antibiotique, c'est-à-dire contre la vie, autant lorsque l'on va utiliser une huile essentielle dans un but anti-infectieux, eh bien, ces huiles essentielles vont avoir une action eubiotique, c'est-à-dire pour la vie. Pour la vie, pourquoi? Parce qu'elles vont finalement soutenir l'organisme dans sa capacité d'autocorrection et petit à petit, effectivement, l'organisme va être capable de reprendre la main. J'arrive. Voilà. Donc, j'en viens effectivement au vif du sujet, c'est-à-dire que l'aromathérapie est-elle une médecine d'avenir? Est-ce que bientôt on pourra voir dans les cabinets médicaux, et ça existe, hein, bien sûr, il y a des médecins qui pratiquent l'aromathérapie et la phytothérapie, pour pouvoir délivrer une ordonnance avec des produits naturels. Alors, sans doute, je pense que je suis assez optimiste de ce point de vue, et on va voir quel est le formidable potentiel de l'aromathérapie par rapport à, déjà, en premier plan, point intéressant, c'est la façon dont l'huile essentielle va pouvoir agir, puisque l'huile essentielle, c'est avant tout un complexe de principes actifs, et c'est peut-être un atout par rapport à des médicaments, on va dire, plus classiques. C'est qu'au sein de l'huile essentielle, vous avez plusieurs centaines de composants, et on va voir que cette plusieurs centaines de composants va entrer en synergie et va permettre des actions tout à fait remarquables. C'est donc un complexe de molécules. Les molécules sont faites d'atomes, d'électrons, et comme tout produit vivant, eh bien, il va y avoir une action bioénergétique possible. De même, on va évidemment se servir de l'action pharmacologique, et puis une action que j'ai qualifiée d'informationnelle, que l'on va voir tout de suite après. Mais en réalité, ces trois niveaux d'action sont liés les uns avec les autres, parce qu'une action pharmacologique va pouvoir entraîner une action informationnelle, on va le voir, mais inversement, une action pharmacologique pourra... inversement, une action informationnelle pourra conduire à une action pharmacologique. Donc, l'activité bioénergétique, je ne vais pas m'appesantir sur cette diapo, même si elle mériterait effectivement de s'y attacher, de s'y attarder, mais ceci est lié évidemment au mouvement des électrons. Les huiles essentielles, comme tout produit de phytothérapie, finalement, va capable d'apporter des électrons ou de capter des électrons. Et ces mouvements, bien sûr, vont conduire à des actions
palpables, évidemment pharmacologiques. Ces huiles essentielles vont également intervenir sur des notions qui avaient été émises par M. Vincent sur le pH, action au niveau du pH du corps, au niveau du potentiel oxydoréducteur. Souvent, les huiles essentielles sont de formidables antioxydants et on sait très bien que les antioxydants ont des propriétés complexes qui vont d'ailleurs avoir des retombées sur des activités antidiabétiques, anti-cholestérol, etc., etc., anti-stress. Et puis la résistivité également, hein, qui va... les huiles essentielles souvent ont des résistivités élevées et ça va donc permettre une moindre diffusion des toxines, par exemple, bactériennes, au sein du corps. Donc, vous voyez que tous ces éléments finalement infinitésimaux, probablement à remettre en lien avec la physique quantique, hein, c'est la mode, hein, la physique quantique, la médecine quantique, mais c'est pareil, c'est un peu un fourre-tout, hein. Mais néanmoins, il est clair que les cellules sont capables de communiquer, hein, de manière électromagnétique. Et ça, évidemment, je pense que dans les années à venir, on aura d'autres outils pour mieux comprendre tout cela, ce qui va, bien sûr, nous entraîner, je pense, à utiliser de plus en plus les produits d'origine naturelle. Donc cela, je voulais indiquer sur l'énergie vibratoire, hein, même si je n'insiste pas, parce que ce n'est pas je n'ai pas le temps d'approfondir réellement cette question. Alors, niveau effectivement bioénergétique, niveau pharmacologique, les huiles essentielles, ce sont des principes actifs, et donc, effectivement, si je prends à dose très forte une huile essentielle, je vais pouvoir agir sur un symptôme, effectivement. Mais on remarque une chose très intéressante, c'est que on n'est pas toujours obligé d'utiliser les huiles essentielles à dose forte, parce que qui dit dose forte dit toxicité, hein. Ce n'est pas parce que c'est un produit naturel que ça ne va pas être toxique. Or, on sait que certaines huiles essentielles, de par la composition chimique, vont provoquer des toxicités hépatiques, rénales, tout à fait potentiellement graves. Et donc, à mon sens, il est beaucoup plus intéressant de voir comment une huile essentielle peut agir à dose faible. Et par ce biais, on va avoir une action de régulation, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'équilibre physiologique de l'organisme et surtout permettre à l'organisme de se reprendre en main. Alors, un des meilleurs exemples, c'est l'action anti-infectieuse, évidemment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les huiles essentielles vont plutôt avoir une action eubiotique. Et alors, elles ne devraient pas occasionner de résistance au niveau des germes, déjà parce qu'on a une multitude de composés et que c'est beaucoup plus difficile d'être résistant face à une centaine de composés que par rapport à un ou deux composés. Néanmoins, j'ai lu tout à fait dernièrement qu'une étude avait mis en évidence une résistance à l'huile essentielle de titri. Alors, je n'ai pas eu le temps d'approfondir la question, mais il faudra le faire parce qu'il serait utile de savoir qu'est-ce qui a conduit à cette résistance, comment est-ce que l'étude a été menée. Donc, vous voyez, c'est quand même un point important à voir. Quoi qu'il en soit, généralement, l'effet anti-infectieux des huiles essentielles, lorsqu'elles sont absorbées par voie interne, et j'insiste, ce n'est pas le cas quand on utilise les huiles essentielles par voie externe, eh bien, par voie interne, l'action des huiles essentielles va se manifester à très faible dose, et en tout cas à des doses très inférieures aux doses qui normalement devraient être efficaces lorsque cette huile est testée in vitro par contact direct. Donc, je ne vais pas développer cette question, mais
certains médecins se sont interrogés là-dessus et en poussant, si vous voulez, la question et en voyant qu'effectivement, même à dose très faible, hein, c'est-à-dire avec 100 mg par jour, ce qui est très faible, eh bien, on pouvait avoir des rétablissements cliniques par rapport à une infection. Alors même que la quantité est tellement faible qu'elle ne pourrait pas normalement agir comme anti-infectieux direct. Et force est de constater que ce n'est pas par un mécanisme direct que l'huile essentielle va agir, mais par l'action sur l'organisme, par régulation au niveau de l'équilibre, et grâce évidemment à un effet synergique global de l'huile essentielle. Et c'est pour ça que je vous ai mis 1 + 1 = 3, hein, parce que, en fait, cette synergie des principes actifs n'est pas la somme de chaque action, de chaque principe actif, mais ça va beaucoup plus loin parce qu'il va y avoir également une régulation. Alors, pour vous donner un petit exemple très rapide, c'est que si, par exemple, on prend une huile essentielle de thym vulgaris, Thymus vulgaris, à chémotype géraniol, et que ce géraniol est présent à 40%, et que cette huile essentielle de thym vulgaire est utilisée en anti-infectieux, eh bien on va remarquer, par exemple, je vous donne un exemple, hein, que cette huile essentielle est active contre le staphylocoque doré. Alors souvent, c'est vrai qu'on a tendance à ramener l'action anti-infectieuse à 1 ou 2 principes actifs de l'huile essentielle, et or, il ne faudrait pas raisonner seulement comme ça, parce que dans cet exemple, si je prends par rapport à cette huile essentielle de thym à géraniol, une huile essentielle de géranium qui contient, de par sa caractéristique, bien plus que 40% de géraniol, mais 70%, admettons, eh bien, on remarque que si on devait raisonner en principe actif, on devrait se dire, eh bien, l'huile essentielle de géranium devrait être active contre le staphylocoque doré. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez que ce n'est pas tant la quantité ou la qualité des principes actifs, mais plutôt la synergie de tous les composés entre eux. Et qu'une huile essentielle, quand elle vient d'une plante, eh bien là, dans l'exemple le thym, Thymus vulgaris, eh bien, cette entité Thymus vulgaris, l'huile essentielle Thymus vulgaris, sera active contre staphylocoque doré. Vous voyez ? Donc, c'est tout à fait intéressant de voir que l'on a une synergie assez étonnante. Et donc, lorsqu'on va s'interroger sur le mode d'action de cette activité, eh bien, on observe une modification du terrain. Alors, il pourra y avoir modification du pH, modification des mouvements internes du calcium au niveau de la cellule du germe, altération de la membrane, etc., inhibition enzymatique. En tout cas, il y a énormément de mécanismes différents qui font que ces huiles essentielles vont avoir cliniquement un effet que l'on va donc observer. Et je vous ai rajouté également cette fameuse notion de quorum sensing, et qui est un mécanisme, comme vous le voyez sur la diapo, qui permet finalement de gérer une population, la croissance de la population bactérienne et donc de sa virulence. Eh bien, on voit que certaines huiles essentielles, et d'ailleurs des études ont été faites sur des composés de l'huile essentielle de girofle et de l'huile essentielle de girofle, eh bien, il va y avoir inhibition de ce quorum sensing, et en réalité, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que l'huile essentielle va interférer sur ces échanges intercellulaires entre bactéries, et que du coup, eh bien, on va réduire, l'huile essentielle va être capable d'interagir et du coup de diminuer la densité et la virulence de la bactérie. Donc vous voyez que finalement, par ce simple mécanisme, eh bien, petit à petit, le corps va retrouver sa capacité finalement autothérapique,
Et du coup, le système immunitaire va après reprendre la main et éliminer de lui-même le germe. Ce ne sera pas simplement quelque chose qui va être pris pour tuer le germe. Hein. Et corrélé à ça, évidemment, il y a l'action des huiles essentielles sur tous les systèmes de régulation du corps. Donc je vous ai mis d'un côté et de l'autre l'implication neurovégétative. Donc là, je n'ai pas le temps de développer non plus, mais certaines huiles essentielles vont être capables, par exemple, de limiter l'action du système parasympathique, bon, par exemple le thym, hein, et du coup, eh bien, on va avoir réduction des sécrétions. Hein, il va y avoir une diminution de la congestion. Et tout cet aménagement du terrain local, avec diminution donc, des marqueurs inflammatoires, etc., eh bien, fait que le corps va reprendre son autonomie et lutter lui-même contre le germe. Alors, il y a d'une part l'implication neurovégétative et puis d'autre part l'implication hormonale qui pourra interférer, et je ne développe pas non plus, mais certaines huiles essentielles vont pouvoir stimuler la sécrétion de cortisol naturel, d'autres vont stimuler les oestrogènes, d'autres vont stimuler la fabrication des hormones thyroïdiennes. Et tout cela va avoir un impact colossal sur le retour à l'équilibre du corps. Alors, très rapidement, puisqu'il ne faut pas que je dépasse mon temps, je vous ai mis quelques exemples d'huiles essentielles qui vont pouvoir stimuler la corticosurrénale. Donc le pin, j'aurais pu mettre le thym également, l'épinette noire, la cannelle, le romarin. Vous avez des huiles essentielles à activité œstrogénique, la sauge sclarée, le cyprès, l'angélique. Alors évidemment, tout cela va conditionner des contre-indications d'emploi. Hein. Donc vous comprenez bien que plus on va connaître les propriétés des huiles essentielles et leur potentiel, et mieux on pourra les utiliser à base faible au profit de l'organisme. Et puis là, je vous ai mis quelques huiles essentielles à activité thyroïdienne, soit une action de stimulation, soit une action de freination avec la myrrhe. Et tout cela va nous permettre de comprendre le troisième niveau d'action des huiles essentielles, qui est à mon sens également tout à fait intéressant, c'est ce que l'on appelle l'activité informationnelle, qui va se développer de deux façons, d'une manière endogène lorsque l'huile essentielle va être prise par voie orale, et exogène lorsque l'on va sentir par voie olfactive une huile essentielle. Juste un petit exemple avec une action informationnelle endogène, avec la sauge sclarée, qui est une huile essentielle donc à potentiel œstrogénique, donc qui sera complètement contre-indiquée évidemment dans tous les cas de cancer hormonodépendant, et puis chez des personnes où déjà le taux œstrogénique est très élevé. Alors, la sauge sclarée, elle contient beaucoup de composés, dont un sesquiterpénol qui s'appelle le sclaréol. Et en fait, après métabolisation, puisque évidemment tout ce qui est absorbé par voie orale va être métabolisé au niveau hépatique, avec bien sûr un passage dans le sang, eh bien, lorsque ce taux de sclaréol va être métabolisé, il va y avoir une information qui va partir donc au niveau des récepteurs, au niveau du sang, et la baisse de sclaréol dans le sang, qui a une structure, on va dire, pas identique bien sûr, mais proche de la formule chimique des œstrogènes naturels, eh bien, cette baisse va conduire donc à une information centrale au niveau de l'hypophyse. L'hypophyse va donc recevoir le message comme quoi il y a une baisse de composés œstrogéniques dans le sang. Elle va donc répondre avec une stimulation d'une hormone, la FSH, et cette hormone va atteindre l'ovaire, et l'ovaire va comprendre, en recevant cette sécrétion pulsatile de la FSH, qu'il va falloir qu'il sécrète des œstrogènes. Donc,
Pourquoi je vous ai montré cet exemple? Eh bien, c'est simplement pour vous dire que une huile essentielle de sauge sclarée, quand on la prend par voie interne, n'est pas anodine, puisque elle va relayer tout ce circuit avec, au final, une sécrétion d'œstrogène endogène. Donc, vous voyez, c'est pas comme lorsqu'on apporte des phytoœstrogènes, hein, je prends des isoflavones de soja, j'apporte des oestrogènes, comme je prends des oestrogènes médicamenteux. Ici, il s'agit d'une sécrétion endogène. Mais, ceci étant, elle n'est pas anodine et on ne devra pas donner de la sauge sclarée à n'importe qui. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est que on est capable, avec une plante ou une huile essentielle ici, de restimuler notre propre sécrétion œstrogénique. Et donc, le deuxième versant de l'action informationnelle, c'est ce que l'on appelle l'action informationnelle exogène. Et là, plein d'études l'ont prouvé, et des expériences assez fabuleuses aussi sur l'olfactothérapie. Donc, vous avez peut-être entendu parler de tous les travaux de Patty Kanak qui a permis d'obtenir des améliorations chez des personnes qui avaient perdu la mémoire ou dans des états comateux transitoires. Toujours est-il que le fait de sentir une huile essentielle, ce n'est pas simplement se faire plaisir, c'est bien sûr très important de sentir une odeur qui nous plaît, mais le fait de sentir des odeurs, eh bien, peut conduire, là encore, à des réactions pharmacologiques suite à cette réaction émotionnelle au niveau du système limbique de l'hypothalamus, et avec, par exemple, sécrétion d'hormones ou même diminution surtout d'hormones, comme par exemple quand on fait des études avec certaines huiles essentielles comme les agrumes ou la matricaire, la camomille, eh bien on peut voir objectivement une baisse de l'hormone ACTH, qui est une hormone centrale hypophysaire qui ensuite, elle, stimule la corticosurrénale pour stimuler la fabrication du cortisol, qui est une hormone de stress. Donc vous voyez que ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est pas seulement se faire plaisir que de dire ça, c'est réel. Le fait de sentir une odeur qui nous plaît, qui nous détend, c'est vraiment objectivé physiologiquement avec une baisse de l'adrénaline, de la noradrénaline, et qui va donc diminuer la réactivité du système sympathique et du coup va nous apporter vraiment un calme tout à fait intéressant. Donc, tout ça pour dire qu'une simple odeur peut avoir des effets cliniques. Troisième point, évidemment, dont on doit tenir compte quand on utilise des thérapeutiques naturelles, c'est la spécificité individuelle, et ça va donc, c'est finalement un volet extrêmement important. Et j'ai envie de dire que l'aromathérapie répond parfaitement à cela, parce que elles vont agir à tellement de niveaux différents que l'on pourra se caler vraiment à l'individu en fonction de l'instant de l'individu. C'est-à-dire qu'avec cet outil, et avec la phyto d'ailleurs d'une manière générale, c'est qu'on ne va pas se préoccuper de soigner une grippe ou une hypocholestérolémie, on va se préoccuper de monsieur X ou madame Y qui fait une grippe ou qui a un taux de cholestérol élevé. Vous voyez la différence? Donc, ça nous permet finalement, en utilisant l'aromathérapie, et c'est en cela, je pense qu'elle peut être une vraie thérapie d'avenir, c'est que on va d'abord utiliser des doses faibles, on va utiliser un outil qui est biodégradable, et on va pouvoir s'intégrer parfaitement à la physiologie de chacun. Donc oui, l'aromathérapie est une médecine d'avenir, comme je vous l'ai noté ici sur ma conclusion,
parce qu'on va être capable de restaurer un équilibre déficient. On va donc permettre à l'organisme de reprendre la main. Cette aromathérapie va s'inscrire vraiment dans le sens de la vie, puisque plutôt que de lutter contre, on sait très bien que quand on lutte contre, on renforce quelque chose. Les homéopathes le savent bien aussi déjà. Mais que si je m'intéresse à la partie saine et en soutenant cette partie saine, eh bien je peux aller bien plus loin. Parce qu'en plus, je vais être capable de m'adapter à chaque individu et à l'équilibre de cet individu à ce moment T précis de sa vie. Et pour couronner le tout, et la cerise sur le gâteau, c'est évidemment avec beaucoup moins d'effets indésirables, bien sûr, en tenant compte du mode d'emploi. Il n'est pas question d'utiliser une huile essentielle n'importe comment, vous l'avez compris. Hein. Elle va avoir ses limites d'utilisation propre de par la nature, bien sûr, de ses principes actifs et de la nature de ses propriétés. Donc, toujours la mesure et les doses faibles qui sont bien plus intéressantes que de sortir le bazooka. Merci de votre attention. Merci Christine Sieur. Il va nous rester quelques minutes. On peut prendre une ou deux questions. J'ai un peu débordé, excusez-moi. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Vous parliez de doses faibles, justement, d'huile essentielle. Alors, à ce moment-là, que pensez-vous des hydrolats? Ah ben justement, les hydrolats sont tout à fait... pour moi, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et j'en conseille souvent. Hein. Alors, bien sûr, en particulier pour la femme enceinte, pour les enfants. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. J'en ai pas vraiment parlé, mais vous avez raison de le dire. Les hydrolats font partie intégrante de l'aromathérapie. Et on va pouvoir... Alors, les hydrolats sont particulièrement intéressants chez les enfants et la femme enceinte, comme je viens de le dire, mais également pour travailler sur un terrain dans certaines pathologies chroniques. Oui, effectivement. Merci. Et sans effet indésirable. Oui. Puisque beaucoup plus dilué. Dans un hydrolat, vous avez à peu près, au mieux, 1% de composés aromatiques, alors que dans une huile essentielle, c'est évidemment 100%. Ça vous donne le rapport d'utilisation. Oui, j'ai une question ici en face de vous. Et c'était sur la faible dose. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est une faible dose en gouttes? Alors, en gouttes, le problème des gouttes, c'est que ça va dépendre des flacons, des codigouttes, et qu'on sait très bien qu'en fonction des laboratoires, le poids des gouttes peut changer. Il peut osciller entre 20 et 40 mg. Alors, du coup, faible dose. Alors, faible dose, bien sûr, ça veut dire... ça peut être très variable, parce que on peut déjà avoir des effets parfois à 50 mg et même parfois en dessous. Donc j'ai envie de dire qu'à la goutte, déjà, vous pouvez avoir des activités. Alors ça peut être intéressant pour des huiles essentielles qui peuvent poser problème. Je pense par exemple au basilic, au Simum basilicum, qui peut avoir un impact hépatique. Donc là, effectivement, une goutte par jour, ça suffirait amplement. Mais alors, pour répondre quand même à votre question, j'ai toujours coutume de ne pas dépasser 300 mg par jour en aigu. Donc ça veut dire qu'en chronique, on est plutôt entre 75 et 125 mg jour. Donc vous voyez, vous faites le rapport, sachant qu'une goutte va délivrer entre 20 ou 40 mg. Ce sera une goutte, ça sera donc 2-3 gouttes par jour. J'ai pris le micro ici. Est-ce qu'on doit estimer que certaines gélules disponibles dans le commerce, en pharmacie par exemple, sont trop concentrées? Des gélules d'huile essentielle? Oui.
Eh bien, en fait, ça va dépendre de la dose qu'il y a dans chaque capsule. C'est noté en général sur les... Vous pensez à quelque chose en particulier? Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Ah, voilà. En général, enfin, j'avoue que je ne sais plus trop, mais il y a rarement plus de 50 mg dans une capsule d'huile essentielle en même temps. Donc, ça vous laisse quand même de la marge d'usage. S'il vous plaît. Oui. Une autre question, je suis là. Juste sur l'hydrolat, vous envisagez voie orale? Bien sûr. Les hydrolats fonctionnent très très bien par voie orale et par voie externe. Alors quel dosage pour la voie? Ben, la voie orale, ça va dépendre du poids de la personne. Si c'est un adulte, on peut raisonner en cuillère à soupe. Si c'est pour un enfant, on va raisonner en cuillère à café ou par demi-cuillère à café ou par millilitre. En général, oui, ça dépend bien sûr de ce que l'on va améliorer, mais oui, une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe par jour, en général, ça suffit. Merci beaucoup, Christine Sieur, d'avoir répondu aux questions.